Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui aura à nouveau lieu entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Comme vous le savez, cette saison, à chaque fois que ces deux équipes se sont rencontrées, on a eu des matchs mémorables. Déjà en Liga, la victoire de l'Atlético Madrid sous score de 2 buts à 1. On a vu un match où le Barça a dominé du début jusqu'à la fin et pourtant ils ont subi un braquage des Colchoneros. Ça a été une défaite très lourde pour le Barça. Ensuite, on a vu en demi-finale aller de la Copa un match où il y a eu deux remontadas. D'abord, l'Atlético Madrid menait sous score de 2 buts à 0. Ils ont été remontés jusqu'à 4-2. Et en fin de match, l'Atlético Madrid a su revenir à 4-4. Ça a été fou. Et puis, pour terminer, en Liga, encore un match de Barjo. Parce qu'on a vu que l'Atlético Madrid menait au score. Ils menaient de 2 buts à 20 minutes de la fin du match. Et ils ont fini par perdre sous le score de 4 buts à 2. Rendez-vous compte à chaque fois des scénarios qu'on a dans ces matchs-là. Et on s'attend encore une fois à un match de ce type, ce qui est quand même inquiétant parce que bon, c'est pas non plus facile à vivre en tant que supporter, mais c'est ce qui devrait se passer. Commençons tout de suite par parler de la forme actuelle de l'Atlético Madrid. Et quand on regarde, c'est très négatif. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont remporté un seul. Et c'est même pas vraiment une victoire parce qu'ils avaient remporté le match face au Real Madrid, mais au final, ils avaient été éliminés en Ligue des Champions lors de ce match-là. Parce que c'était allé en prolongation, même au tir au but, et c'est là où ils se sont fait éliminer. Donc, ça compte comme une victoire factuellement, mais vous avez compris que c'est pas un match qui retienne avec un souvenir positif. Donc, ça fait qu'ils enchaînent les mauvais résultats. Ils ont été éliminés en Ligue des Champions, ils ont enchaîné les mauvais résultats aussi en championnat, donc ils sont à 9 points du Barça. Et là, ils vont jouer en Copa. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en soi, oui, tout va très mal pour eux, mais si on regarde le positif pour les Colchoneros, c'est qu'ils peuvent se dire aussi que, en soi, c'est la dernière compétition qui leur reste à jouer, la Copa. Ou en tout cas, ils peuvent espérer remporter un titre. Pour éviter de faire une saison blanche, ils devront tout donner ici face au Barça. Il leur reste 2 matchs potentiellement pour remporter cette compétition. Et je pense qu'à domicile, devant leurs supporters, dans ce contexte-là, ils vont encore plus donner que ce qu'ils avaient prévu. Là, ils vont vraiment donner toute leur force restante dans ce match-là. Donc l'enjeu est colossal pour l'Atlético Madrid. Alors que du côté du Barça, évidemment, c'est un titre à aller chercher, une finale qu'il faut essayer d'aller jouer. Mais dans l'idée, quand tu vois qu'en championnat, tu es quand même plutôt bien avec des champions, tu es encore en lice, ce n'est pas non plus une catastrophe si jamais tu te fais éliminer. Ce sera un coup dur et ce serait regrettable parce que le Barça peut aller au bout de la compétition, ils en sont largement capables, mais ce ne serait pas une catastrophe comme pour l'Atlético Madrid. Maintenant, du côté du Barça, justement, la dynamique est ultra positive. Quand on regarde les matchs récents, le Barça, c'est tout autre chose. Parce que déjà en 2025, l'équipe est invaincue. On est sur 20 matchs consécutifs sans défaite. Ça, c'est impressionnant. On a eu beaucoup de très gros scores aussi. Et justement, la dernière défaite subie par le Barça, ça a été face à l'Atlético Madrid en Liga lors du match au mois de décembre. Et depuis lors, le Barça n'a plus perdu la moindre rencontre. Ça, c'est quand même impressionnant. Et pour moi, vraiment, ce qui est aussi très positif, c'est qu'Hansi Flick, lors des dernières semaines, a su faire tourner, a su faire reposer les joueurs, surtout depuis le retour de la trêve. Quand on regarde, par exemple, Rafinha n'a toujours pas joué la moindre minute depuis son retour avec le Brésil. On peut aussi voir le cas de Pau Cubarsí, qui était blessé pendant la trêve. Il est revenu, il a un tout petit peu joué lors du dernier match face à Gérone, mais il n'a pas eu non plus à trop jouer. Et puis, Alejandro Balde aussi, il y a eu beaucoup de repos. Lewandowski a été ménagé lors du premier match de retour de trêve. Et globalement, il y a eu beaucoup de changements qui ont été opérés. Donc, beaucoup de joueurs qui vont arriver à 100% physiquement. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et donc, ça permet au Barça d'appréhender ce match de la meilleure des manières. Surtout que on sait très bien que ça peut aller en prolongation. Ça peut durer 120 minutes. Et les joueurs sont prêts pour cela. Ça, c'est positif. Parce que si jamais cette donnée-là n'était pas présente, ça aurait été autre chose. Parce qu'on sait très bien que l'Atlético Madrid va beaucoup miser sur le physique, sur les duels, sur l'intensité qu'ils vont mettre dans ce match-là. Et là, le Barça pourra largement y répondre. Et justement, je pense que c'est un point important. Parce que lors du match remporté par le Barça 4-2, on va pas se mentir, lors d'une heure de temps de jeu, voire jusqu'à la 70e minute de jeu, avant en tout cas le premier but du Barça,
l'équipe se faisait dominer. Et l'Atlético Madrid était très bien dans son match. Ils arrivaient vraiment à dicter le tempo et on voit que le Barça n'arrivait pas à mettre le sien en place. Pourquoi? Parce que l'intensité n'était pas bonne du côté du Barça, le duel était largement remporté par l'Atlético Madrid et donc c'est comme ça qu'ils ont su aller passer devant le Barça. Et par rapport à ça, pour moi, c'est important que le Barça mette une forte intensité. En soi, il faut reproduire le plan qui a déjà été produit face à l'Atlético Madrid. Hansi Flick l'a bien compris. Face à cette équipe-là, face à un bloc aussi compact, il faut jouer le plus haut possible sur le terrain, mettre le plus d'intensité possible et les faire reculer pour qu'ils doivent courir énormément de mètres pour aller faire des contre-attaques, ce qui va les décourager et ce qui va beaucoup les user physiquement et donc ils ne pourront pas tenir très longtemps comme ça. On l'a bien vu par exemple, Pau Cubarsí et Inigo Martinez étaient souvent à 35 minutes du but adverse. Ils étaient extrêmement hauts pour des défenseurs centraux, c'était risqué, mais c'était bien mis en place parce que le contre-pressing était excellent et en soi il n'y a pas eu beaucoup de situations de contre-attaque. Ce que j'aimerais dire surtout, c'est que l'Atlético Madrid a été très dangereux généralement grâce à l'utilisation du piège du hors-jeu. Ils ont su utiliser à leur avantage, avec notamment Sorloth pour moi qui l'utilise très bien. À chaque fois, il reste en position très avancée et donc il accepte sa position de hors-jeu pour qu'un autre joueur soit trouvé sur les ailes. En fait, il occupe l'attention de la défense et un autre joueur va faire un appel en partant de plus loin et à ce moment-là, il va être trouvé et le second ballon va arriver pour Sorloth et non pas le premier ballon. C'est comme ça qu'ils ont toujours été dangereux, donc il faudra faire attention à cela et il faudra pas trop prêter attention au numéro 9, le laisser en position de hors-jeu mais s'occuper plutôt des autres joueurs. C'est important que le Barça le fasse parce qu'on a vu que les colchoneros l'ont bien compris comment fonctionne donc le piège du hors-jeu et travaillent beaucoup dans ce sens-là. Ils ont marqué quelques buts comme ça face au Barça et il ne faudra pas que ça se reproduise dans ce match. Dans un match aussi important, il ne faut pas reproduire une telle erreur. Si on parle des individualités, c'est évident selon moi que Pedri et Lamine Yamal sont les deux joueurs qui devront faire la différence. Alors vous me direz que c'est toujours le cas, c'est toujours eux qui débloquent la situation du côté du Barça et ce n'est pas faux du tout. Maintenant, je pense que dans ce type de match-là, c'est encore plus le cas. Parce que si par exemple tu joues face à un adversaire qui laisse beaucoup d'espace, où tu sais que tu pourras les contrer, Rafinha est un joueur qui peut vraiment faire la différence. Maintenant, quand tu joues face à un bloc bas resserré, c'est Pedri qui doit débloquer la situation, c'est Lamine Yamal aussi, parce qu'il doit faire des différences individuelles face à une équipe qui va être très difficile à bouger avec un bloc compact et peu d'espace entre les joueurs. Donc c'est Pedri et Lamine Yamal qui devront faire la différence. C'est de eux que j'en entends énormément et je n'ai pas d'inquiétude. Je sais très bien que leur niveau est très régulier et très haut aussi évidemment. Donc par rapport à ça, on a de quoi être rassuré. Moi en tout cas, c'est au niveau de ces deux joueurs-là que ça va se jouer et aussi au niveau de la charnière centrale, comme je l'ai dit, par rapport au piège du hors-jeu, il ne faut pas qu'ils se trompent parce que le Barça pourrait encaisser des buts. Et là, dans un match comme ça aussi important, ça peut peser. Ça ne va pas toujours tourner du côté du Barça, on l'a bien vu. L'Atlético aussi peut faire des bons coups au Barça, donc il faut faire attention. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais parler de ma compo. Je vous l'affiche dès maintenant. Je vous préviens, je vais vous expliquer un peu plus tard pour Ferran Torres, mais déjà avant d'en parler, je mets évidemment Tech dans les cages, Jules Koundé en défense avec Pau Cubarsí de retour. Selon moi, c'est évident qu'il doit jouer ce match-là. On a vu qu'il a repris un petit peu de rythme face à Gérone. C'est un joueur qui revient petit à petit et là, il est trop important. Dans ce type de match-là, c'est lui qui doit être titulaire. Avec Inigo Martinez et Alejandro Balde, évidemment, la défense type. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong qui s'est totalement imposé. Pedri aussi. Et Ferran Torres, je vais m'expliquer plus tard. Mais en tout cas, Rafinha de retour avec Lamine Yamal et Lewandowski. Justement, par rapport à Ferran Torres, pourquoi je le mets en tant que titulaire? Alors déjà, je ne veux pas qu'il joue au poste de numéro 10. Là, je vous affiche ça comme ça, mais ce n'est pas ce que j'imagine, évidemment. J'imagine plutôt Rafinha plus axial, ou en tout cas, ce que Hansi Flick avait déjà fait, deux avant-centres. Lewandowski et Ferran Torres. Je pars du principe où l'Atlético Madrid va jouer très bas sur le terrain avec un bloc compact. Ils ne voudront donc pas avoir le ballon et le Barça va constamment attaquer, en tout cas pendant la plus grande partie de ce match-là. Et à ce moment-là, il faut des joueurs forts dans la surface aussi pour libérer ceux qui sont sur les ailes et même ceux qui vont combiner dans l'axe. Et donc, Ferran Torres pourrait beaucoup apporter. On avait vu Hansi Flick faire des changements, notamment lors de la victoire 4-2 face à Atlético Madrid, et il avait mis justement Ferran Torres à la place de Dani Olmo, parce qu'il apportait beaucoup dans la surface, et il avait marqué un but, même deux, il avait été décisif, il avait été important, et ce n'est pas anodin. C'est un joueur fait pour ce type de match-là. Par exemple, Fabien Lopez, je l'aime beaucoup, et il peut aussi être dangereux, évidemment, mais Ferran Torres est en grande confiance, en grande dynamique, donc par rapport à ça, je l'imagine lui, titulaire. Et puis, je pense que c'est bien aussi pour
à Rafinha d'avoir plus de liberté dans ses mouvements, peut-être qu'il sera plus souvent touché, et face à des blocs bas, quand il est sur l'aile gauche, des fois, c'est un petit peu dommage parce qu'il touche trop peu de ballons. Et puis je me dis que Baldé aussi sur l'aile gauche, lui, pourra s'occuper de faire la différence dans le 1 contre 1. Donc, ça peut un petit peu arranger pas mal de problèmes. C'est comme ça que j'imagine la chose et pour moi, c'est la meilleure des solutions. Alors, je comprends aussi ceux qui diraient que en soi, il faudrait commencer avec Fermin Lopez et faire rentrer en cours de jeu Ferran Torres parce qu'il entre très très bien et il pourrait marquer quand il sera frais. Je comprends totalement, mais pour moi, il faut commencer tout de suite comme ça parce que le Barça doit tuer le match. Dans un match aussi important, c'est un match retour face à Atletico Madrid, chez eux, pour se qualifier en finale. Tu ne peux pas non plus prendre trop de risques. Il faut y aller tout de suite à fond avec le plan initial. Et Fermin Lopez aussi, en sortie de banc, pourrait beaucoup apporter. Je m'en fais pas non plus par rapport à ça. Donc, je pars sous cette idée-là. Maintenant, quand on regarde de manière générale, évidemment que j'y crois pour la qualification du Barça. Parce qu'on est sur une série quand même impressionnante de 20 matchs sans défaite. L'équipe est en confiance. Il a de la fraîcheur physique aussi. Et puis, du côté de Atletico Madrid, c'est l'inverse. Eux, ils sont vraiment pas en confiance. Ils ont enchaîné les mauvais résultats. Donc, ça fait que tu y crois. Maintenant, attention, dans ce genre de match-là, pas non plus trop porter de l'importance aux dynamiques. En soi, ça peut pas forcément être remis à zéro, mais remis vite en question. Dans ce genre de match-là, on sait que l'Atlético Madrid est capable de faire des sales coups au Barça, donc il faut faire attention. Mais de manière générale, je suis très optimiste et je pense que le Barça va le faire. Je sens bien quand même le Barça cette saison. On voit qu'il progresse tactiquement, qu'il montre de très belles choses. Il y a des joueurs aussi sur le banc qui font la différence lorsqu'on a besoin d'eux. Donc si jamais ça va en prolongation, tu peux être assez rassuré aussi. Et par rapport à tout ça, j'ai hâte de voir ce match-là et j'espère que le Barça va en terminer une bonne fois pour toutes cette saison avec cette équipe-là, avec le Cholismo et qu'on pourra enfin dire que ça y est, on va plus jouer face à eux, on va avoir des matchs de foot normaux et pas face à une équipe qui met en place un bloc défensif qui ne bouge pas et qui reste figé et ça c'est tout ce que je ne supporte pas. Mais en tout cas voilà, on verra bien ce qui va se passer, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis si jamais, pour ceux qui sont intéressés sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast, j'ai fait une vidéo sur Giuliano Simeone, le fils du Cholo, où j'explique son parcours, ses qualités, etc. C'est une vidéo intéressante parce que c'est pas un joueur forcément talentueux, mais c'est un joueur qui est en train de s'imposer à l'Atlético Madrid et petit à petit à l'Argentine aussi, ce qui n'est pas rien du tout. Et donc j'en parle en vidéo, je mettrai le lien de la vidéo en description. Et maintenant, pour terminer, je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.